Alain Contat est licencié en théologie, docteur de philosophie. Il est depuis 2007 professeur ordinaire de la faculté de philosophie de l'Athénée pontificale, Regina Apostolorum à Rome, où il enseigne actuellement la métaphysique et la théologie philosophique. Ses travaux s'ordonnent autour de deux axes: l'approfondissement des virtualités de l'acte d'être thomasien, d'une part, et l'étude comparative des doctrines philosophiques, d'autre part, en particulier celles qui ont rapport à la pensée de saint Thomas. Cette année, il doit publier 3 études. Une première sur les défis des défis pour la métaphysique thomiste, 3 défis pour la métaphysique thomiste. Une seconde sur le principe politique selon Thomas d'Aquin et Dante. Et enfin, quelques nominalistes du XIVe siècle comparés à Thomas d'Aquin et René Descartes sur le cogito. Et donc son intervention sera sur le thomisme français face à René Descartes. Au XXe siècle, la famille des thomistes. Comment ceux-ci ont-ils reçu, interprété et critiqué le maître de la méthode et du cogito? Ne pouvant traiter ici de manière exhaustive cette thématique, qui exigerait un volume entier, nous allons seulement en exposer quelques grands axes. Nous procéderons à cette fin en 4 étapes. Premièrement, à titre liminaire, nous montrerons comment Antoine Goudin, au XVIIe siècle, dominicain de la province de Toulouse, entreprit de réfuter Descartes 20 ans après sa mort, alors que le cartésianisme s'était déjà largement répandu dans la culture européenne. En second lieu, nous aborderons la grande saison thomiste du siècle dernier, en commençant par l'analyse de la noétique et de l'épistémologie cartésienne développée par Jacques Maritain et subsidiairement par Marcel de Corte. En troisième lieu, nous examinerons comment le père Joseph Maréchal, puis le père Joseph de Finance, jésuites tous deux, mettent en question le statut critique, puis le statut ontologique du cogito à la lumière des principes de saint Thomas. Et enfin, quatrième lieu, nous présenterons la façon dont Étienne Gilson et, plus près de nous, André de Muralt, situe le rationalisme cartésien de manière à la fois historique et théorétique dans le devenir de la philosophie occidentale. Premier point donc, Antoine Goudin, 1639-1695, un dominicain du grand siècle face à Descartes. Antoine Goudin, né à Limoges en 1639, entra en 1657 dans l'ordre des prêcheurs. Après avoir enseigné la philosophie dans sa ville natale, puis la théologie en Avignon, il devint en 1672 professeur au Studium Generale de Saint-Germain, associé au couvent Saint-Jacques de Paris, dont il fut prieur. C'est à Paris qu'il mourut en 1695. Il laissa à la postérité un grand cours de philosophie en 4 volumes, intitulé Philosophia juxta inconcussa tutissimaque divitome dogmata. Cours de philosophie qui fut plusieurs fois édité au XVIIe et au XVIIIe siècle, puis même traduit en français au XIXe siècle en 1865. Au début de la Métaphysica de ce cours, lorsqu'il est question du premier principe de la connaissance, Goudin argumente ainsi contre la primauté du cogito. Je cite: « Il ne faut pas accepter ici Descartes lorsqu'il commande d'écarter tout autre principe comme douteux jusqu'à ce que l'esprit inaugure la connaissance des choses par celui-ci, je pense, à partir duquel il infère aussitôt, donc je suis. En réalité, si l'esprit révoque aussi en doute avec tous les autres
notre principe de non-contradiction, il faudra aussi mettre en doute si ce qui pense est ou n'est pas. Il pourrait en effet penser et cependant ne pas être, s'il était possible que le même soit et ne soit pas. De sorte que le principe même de Descartes, ou plutôt cet anti-même, s'appuie sur le principe de contradiction. Fin de citation. Considérant donc que le cogito cartésien comporte une inférence, ce qui sera très discuté par Descartes lui-même, puis par tous ses interprètes, le prieur de Saint-Jacques objecte aux philosophes français que la position d'être du « je pense » présuppose l'évidence du principe de non-contradiction, de telle sorte que c'est à ce dernier qu'il appartient de fonder la certitude intellectuelle. On notera que la réfutation de Gouda se situe sur un plan très formel. Pour que la consistance ontologique du cogito soit garantie, il faut que celui-ci ne puisse pas, en même temps et sous le même rapport, être et ne pas être. C'est assurément vrai, mais pour saint Thomas, le principe de non-contradiction, qui est premier dans l'ordre de la seconde opération de l'esprit, se fonde à son tour sur l'étant, qui est premier dans l'ordre de la première opération, et surtout, de toute la vie de l'intelligence. Or, l'étant se décrit comme id quod est, ce qui est, c'est-à-dire ce qui émerge dans l'univers, hors du néant et hors du possible. Si le cogito ne saurait être le premier principe réel, c'est parce que toute réalité, avant d'être connue comme telle ou telle, est d'abord saisie comme quelque chose qui est, comme un ens. La véritable alternative concerne donc le rapport d'antériorité en cause. Lisons-nous l'être à partir de la pensée, à la suite de Descartes, ou bien qualifions-nous de pensée un certain type d'acte qui, comme toute chose, est d'abord connu à la lumière de l'étant, ainsi que le ferait Thomas d'Aquin. Dans l'étude que publiera la revue Thomiste, nous étendrons plus longuement sur Gouda, et notamment sur toute sa critique de la physique cartésienne. Deuxième point, l'idéalisme latent de la noétique et de l'épistémologie cartésienne, selon Jacques Maritain et Marcel Decourt. 2 siècles et demi après Gouda, les artisans du renouveau thomiste, lancés par Léon XIII et encouragés par les papes postérieurs, s'intéressèrent de près au système cartésien. Nous devons à Jacques Maritain une première évaluation de la philosophie cartésienne, ébauchée dans la première édition d'Anti-Moderne, puis déployée dans le deuxième chapitre de 3 réformateurs, alors que Maritain est encore assez proche des milieux contre-révolutionnaires. Mais après la condamnation en 1926 de l'Action française, dont on sait le rôle qu'elle joua dans l'évolution ultérieure du thomisme français, Maritain poursuivit sa confrontation avec Descartes, plutôt entre Descartes et Thomas d'Aquin, en particulier dans une monographie, Le Songe de Descartes de 1932, sans modifier, dans ce domaine précis, ses thèses essentielles. L'erreur latente de toute la démarche de Descartes, pour Maritain, c'est la pente idéaliste où elle entraîna, indépendamment de ses intentions réalistes, la philosophie postérieure. Je cite le songe de Descartes. Lorsqu'on parle de l'idéalisme cartésien enfermant la pensée en elle-même, écrit Maritain, il est clair qu'on n'entend pas attribuer à Descartes la doctrine de Berkeley ou celle de Kant. On ne prétend pas non plus que Descartes ait nié la réalité du monde extérieur, ni l'existence d'objets réels connus grâce à nos idées.
On veut dire que pour lui, le seul objet atteint directement et immédiatement par l'acte de connaître, c'est la pensée. Ce ne sont pas les choses. Et qu'ainsi, encore que ses intentions soient réalistes, il a de fait posé le problème et introduit le principe en italique chez Maritain, le principe de l'idéalisme moderne. Fin de citation. Ce fléchissement a pour cause et pour moyen la doctrine cartésienne de l'idée, que Maritain compare, au fil de ses œuvres, à la doctrine thomiste du verbe mental. Pour saint Thomas, le fruit immanent à l'intellection ne fait pas nombre avec l'aspect objectif de la chose qu'il fait connaître. Mais il est ce en quoi, le in quo, l'intellect voit cet objet. Il en va tout autrement chez Descartes, pour lequel l'objet connu n'est plus tel ou tel aspect de la chose, mais bien l'idée elle-même, qui devient donc ce que l'intellect voit, id quod. Ce que l'intellect voit et qui représente ou ne représente pas l'objet réel, selon que cette idée est vraie ou fausse. Maritain a forgé la locution d'idée-tableau pour caractériser cette révolution noétique. Je cite les trois réformateurs. Mon acte d'appréhension, pris comme tel, écrit Maritain, ne saisit que ma pensée ou une représentation, une effigie peinte en elle, et à laquelle il se trouve, de par la véracité divine, que quelque modèle au dehors correspond. L'idée devient ainsi ce seul terme immédiatement atteint par la pensée, la chose, portrait ou tableau, connue d'abord elle-même avant de faire connaître autre chose. Cette réification des idées, cette confusion de l'idée avec un signe instrumental et un objet quod est, nous l'avons montré ailleurs, la faute originelle de la philosophie moderne. Fin de citation. Le verbe mental quo étant ainsi devenu une idée quod, et la composition des idées étant désormais assujettie à la volonté, l'activité intellectuelle en matière spéculative perd chez Descartes la nature contemplative qui caractérisait la théoria depuis Platon et Aristote et devient l'instrument d'une production de sens comme dans la création littéraire, à l'instar de la production d'être dans la création divine. Je cite à nouveau Maritain, cette fois-ci dans Distinguer pour unir ou les degrés du savoir, que l'idée, écrit Maritain, en même temps que moyen in quo, soit l'objet quod, à raison d'un contenu qui précède la chose, c'est donc le privilège de la connaissance opérative et singulièrement de la connaissance créatrice. Il est très remarquable que Descartes, de son propre aveu, ait choisi de préférence le mot idea, qui en strict vocabulaire scolastique était réservé aux idées opératives et créatrices, pour désigner le concept par lequel notre pensée d'homme connaît les choses, parce que ce terme d'idée était déjà employé par les philosophes pour signifier les formes des perceptions de l'esprit divin. Il transférait ainsi au concept spéculatif humain le schème établi par les scolastiques pour l'idée créatrice. Fin de citation. Représentative et productive, la science cartésienne est ainsi d'une certaine manière indépendante des choses.
en tant qu'elle n'est pas directement spécifiée, comme le sont les habitus spéculatifs thomistes, par un objet extramental spécifique, ce que saint Thomas appelle un subjectum. C'est pourquoi la connaissance scientifique cartésienne se règle désormais de façon homogène sur une méthode uniforme, à l'opposé de la connaissance thomiste, qui attribue un type d'immatérialité et un mode de procédé propre à chacune des sciences théoriques. Et c'est en vertu du même renversement que l'évidence passe de l'aspect objectif de la chose qui apparaît à l'idée exprimée de façon claire et distincte par la pensée. Au total, Maritain discerne alors dans l'entreprise cartésienne une double erreur de fond, que l'on pourrait résumer par le mot célèbre de Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. En effet, la science cartésienne mime la connaissance angélique par son intuitionnisme, son inéisme et son absence de contact avec les choses. C'est la leçon exposée dans Trois réformateurs en 1925. En même temps, cette science cartésienne mène droit au naturalisme par la finalité opérative que Descartes assigne à la métaphysique. Je cite à nouveau le songe de Descartes. Si Descartes fait de la métaphysique, écrit Maritain, c'est pour la physique. S'il s'occupe des perfections divines, c'est pour en déduire les premières lois de la matière, pour descendre de Dieu aux choses. Il ne s'intéresse à la métaphysique que dans la stricte mesure où, celle-ci assurant la légitimité de la science humaine et les bases de la physique, elle justifie, bien plus, elle fonde réellement à ses yeux la connaissance de ce monde et du détail de ses phénomènes. En somme, la métaphysique devient un pur instrument de l'épistémologie. La critique de Maritain à l'encontre de Descartes est assurément beaucoup plus riche que ce que nous avons pu laisser entrevoir maintenant. Nous pensons avoir montré qu'elle a pour fil conducteur les implications opposées de deux théories de la connaissance. La connaissance en vertu thomiste, en vertu de laquelle le concept est une coupe, une fenêtre vers les choses, et la théorie cartésienne, en vertu de laquelle l'idée est un objet quadre, un objet connu en quelque façon déjà construit par Dieu ou construit par l'homme. Après Maritain, Marcel de Corte, 1905-1994, professeur à l'université de Liège, fortement anti-moderne, toute sa vie durant, lui, n'occupe pas une place de premier rang dans les annales du thomisme francophone. Néanmoins, il se réclame de saint Thomas, et un recueil d'articles récemment publié, en 2022, nous permet d'inscrire ses réflexions sur Descartes dans le sillage du premier Maritain, de manière quelque peu paradoxale, car en effet, Descartes se heurta violemment à Maritain dans d'autres domaines, spécialement en philosophie politique, à partir de la fin des années 30. En ce qui concerne Descartes accentue le rapprochement de la connaissance cartésienne avec la création artistique, déjà esquissée par Maritain. En effet, pour ce philosophe belge, les caractéristiques de l'idée selon Descartes sont celles des images qui affluent dans l'inspiration esthétique. Et je cite son ouvrage « Descartes, philosophe de la modernité », publié en 2020. L'essai objectivum de l'image poétique, écrit Descartes, est bien le modèle sur lequel Descartes a calqué la réalité objective de l'idée.
Aussi, dès que Descartes veut suggérer, par comparaison, la nature de cette réalité objective, est-il contraint d'user de la métaphore de l'image ou du tableau. La fonction qu'il attribue à la pensée dans son acte de visualisation de l'idée en sa réalité objective ressemble étonnamment à l'activité de l'imagination chez le poète. Ici encore, les termes mêmes employés par Descartes sont symptomatiques et penser est l'équivalent d'imaginer, car, et Descartes cite ici les méditations de philosophie première de Descartes, imaginer n'est rien d'autre que contempler la figure ou l'image d'une chose corporelle. Fin de la citation de Descartes et fin de la citation de Descartes. Cette analogie structurante permet donc de comparer la méthode cartésienne, selon Descartes, à la double dialectique inhérente à la production de l'œuvre d'art. Celle-ci commence par la considération de certaines qualités sensibles, qui cependant ne sont pas considérées dans leur être, mais seulement dans leur apparaître. Puis, la dialectique inhérente à la production de l'œuvre d'art construit, à partir de ces impressions confuses, une figure nouvelle, dont tous les éléments s'ordonnent clairement et distinctement à mesure que le projet s'affine dans l'esprit de l'artiste. Et selon Descartes, c'est à cette seconde étape que s'apparente la genèse de l'idée cartésienne. Je cite à nouveau l'ouvrage de Descartes. Que fait donc le peintre devant un modèle ou un paysage? Il use de la méthode dialectique. Il va de l'objet à sa propre puissance créatrice par la dialectique ascendante et par résolution régressive. Puis il parcourt la même série en sens inverse, en allant vers l'œuvre qu'il substitue à l'objet par la dialectique descendante ou par composition progressive. Et de même que dans la dialectique ou la méthode, le moment essentiel n'est pas la synagogie, mais bien la diaérésis, qui engendre rationnellement les idées, de même, dans l'art, le moment principal est constitué par la détermination poématique ou la création de l'œuvre. Fin de citation. L'expérience esthétique possède le projet artistique, ne fournit donc à celui-ci que l'occasion, non la spécification. Et semblablement, selon Descartes, l'idée cartésienne ne se rapporte pas aux choses qu'elle représente de manière spécificative, mais seulement terminative, pour autant que celle-ci existe. Et c'est pourquoi Descartes diagnostique lui aussi, dans la méthode cartésienne, un idéalisme de fond. La nouveauté par rapport à Maritain, c'est que cet idéalisme de fond imprègne jusqu'au cogito. Et je cite encore une fois Descartes. Le cogito ergo sum retrace de la sorte l'épure exacte du mouvement bipolaire ou subjectivo-objectif de la poésie. Il est dialectique ascendante dans sa première partie, le cogito, expérience massive de la pensée en son existence phénoménale, c'est moi qui souligne, où le moi est traité comme objet. Et elle est dialectique descendante dans sa seconde partie, ergo sum, où la subjectivité de la notion de substance va recouvrir l'objectivité de la pensée prise en tant que phénomène existentiellement objectif. Conclusion de Descartes, le cogito ergo sum se résume donc dans le recouvrement du phénomène objectif par le nous-mêmes subjectif. Fin de citation. Là où Gouda voyait un anti-même,
Descartes discerne donc une construction poétique. Le cogito ergo sum pour Descartes est déjà in nuce une construction idéaliste. On pourrait presque dire que selon lui, le je pense de Descartes anticipe le moi de Fichte de plus près, de beaucoup plus près que l'on admet habituel. Voilà donc pour ces deux premiers auteurs qui abordent Descartes d'un point de vue surtout noétique et épistémologique. Troisième paragraphe, deux autres auteurs du XXe siècle. J'ai intitulé ce paragraphe « Le statut critique, psychologique et ontologique du cogito selon Joseph Maréchal et Joseph de Finis. » Alors que la contribution de Jacques Maritain au mouvement thomiste interprétait le docteur angélique dans la tradition des grands commentateurs dominicains des XVIe et XVIIe siècles, la stratégie intellectuelle adoptée par le père Joseph Maréchal, puis à sa suite par toute l'école de Louvain, puis plus amplement encore par les philosophes et les théologiens de la Compagnie de Jésus, fut tout autre. Cette stratégie consiste initialement à s'emparer du problème critique tel qu'il fut formulé au cours de l'histoire de la philosophie, et donc notamment au moyen du doute hyperbolique cartésien, afin d'abord d'en explorer les tenants et les aboutissants, pour ensuite le retourner de l'intérieur en faveur de ce qui n'est au départ que l'hypothèse réaliste. Si l'on nous permet de filer une métaphore guerrière, nous pourrions dire qu'il s'agit en quelque sorte de substituer au conflit mené depuis l'extérieur par les armes une sorte de subversion intérieure par les services secrets. Il s'agit de faire voir comment les prémices de Descartes peuvent être renversées. C'est dans cette optique que fut conçue l'œuvre maîtresse du père Maréchal, le point de départ de la métaphysique. Dans le second des 5 cahiers qu'elle comporte, il dresse un inventaire du système cartésien pour en identifier les ressorts et surtout pour en déceler les faiblesses. Voici sur le point précis du cogito le noyau de son examen critique. Je cite le père Maréchal. Dans l'ordre phénoménal, cogito sum, c'est évident. Tout le monde admettra de même un lien analytique entre cogito et sum, car personne ne songe à récuser la norme de contradiction. Mais l'existence de la pensée dans l'ordre ontologique souligné par Maréchal, mais la subsistance, souligné également, la subsistance de la pensée ou de l'être pensant, mais l'unité du moi pensant, souligné encore. Si je veux demeurer fidèle cartésien, continue Maréchal, je me vois accusé à ce dilemme. Ou bien la clarté et la distinction des idées se ramènent à cette indubitabilité vraiment critique, ou confirment toutes les tentatives faites pour l'ébranler. Cette indubitabilité-là appartient au phénomène. Je puis toujours douter, au moins provisoirement, de la signification ontologique d'une apparence, non de l'apparence comme apparence. Le cogito ergo sum est incontestablement vrai dans l'ordre phénoménal. Mais que déduire de là? Fin de citation. Dans l'étude imprimée, nous exprimons de manière plus détaillée cette analyse du cogito, puis des autres moments de la philosophie cartésienne. Pour le moment, retenons que selon le père Maréchal, Descartes accorde beaucoup trop vite une portée métaphysique à l'objectivation de la conscience de soi qu'il met en avant dans le cogito. Si la seconde méditation note justement que cet énoncé
je suis donc j'existe, chaque fois que je la prononce ou que je la conçois, est nécessairement vraie, les conclusions que Descartes en tire outrepassent la sphère du pur apparaître, à l'intérieur de laquelle seulement l'explicitation du je pense en je suis est légitime. Descartes n'est donc pas fondé à déduire du cogito l'assertion je suis certain que je suis une chose pensante, et il n'est pas davantage fondé à en tirer le critère du vérité en vertu duquel je perçois comme vrai tout ce que je conçois de manière claire et distincte. En termes kantiens, en somme, Descartes, selon Maréchal, confère indûment une portée nouménale à une certitude qui n'est que phénoménale. Voilà pour le père Maréchal. Une génération après le père Maréchal, le père Joseph de Finance, 1904-2000, publié en 1946 sous la forme d'un grand numéro monographique de la revue Archives de philosophie, un livre, une très grande étude intitulée Cogito cartésien et réflexion thomiste. À notre connaissance, d'ailleurs, ce travail est encore à nos jours l'examen comparatif le plus fouillé sur la nature et sur le rôle de la connaissance de soi, du cogito, précisément du cogito, selon les deux autres. Selon le père de Finance, Thomas d'Aquin et René Descartes s'accordent sur la portée réaliste du cogito. Mais cette convergence initiale s'efface devant trois divergences massives qui opposent les deux philosophies sur le point de la conscience de soi. Elle diffère d'abord en premier lieu quant à la place qui revient au cogito dans la genèse du savoir. Je cite le père de Finance. Pour saint Thomas, pas d'intellection qui n'implique la saisie évidente de l'être est l'affirmation certaine des premiers principes. Être et principe sont donc perçus avec évidence et affirmés avec certitude avant que ne le soit l'existence du sujet. Il s'agit bien entendu d'une priorité de nature. Le sujet n'est intelligible qu'en fonction de l'être. Descartes, au contraire, voit dans le cogito le point de départ de la philosophie. La première est la plus certaine conclusion qui se présente à celui qui conduit ses pensées avec ordre. Le cogito n'est nullement pour lui une démarche réflexive, puisque la pensée dit par essence possession de soi. Fin de citation. Le premier désaccord entre Thomas et Descartes concerne donc le primum cognitum, l'intellection d'un objet autre que l'acte même de connaissance, à la lumière de la ratio emptis, précède-t-elle logiquement la conscience de soi, comme l'enseigne Thomas d'Aquin, ou bien cette conscience de soi est-elle absolument première, comme le veut René Descartes? Pourrions préciser que l'antériorité en cause concerne toute connaissance intellective pour Thomas d'Aquin, au lieu qu'elle ne regarde que la science certaine pour Descartes. Deuxième désaccord. Le deuxième désaccord porte sur le contenu de l'autoconscience, non plus sur sa place dans l'itinéraire philosophique, mais sur le contenu lui-même de l'autoconscience. Je cite à nouveau de Finance. Selon saint Thomas, le moi atteint par la réflexion n'est pas l'âme seule, mais le composé. La conscience, en me révélant à moi-même comme sujet de détermination affecté de caractère quantitatif, m'interdit de me prendre pour un esprit séparé. L'existence que je perçois dans mes actes est une
l'existence humaine, celle d'un sujet corporel doué d'une forme intellective. Au contraire, l'existence qu'affirme le cogito cartésien est uniquement celle de la chose pensante en tant que telle. Le moi est identique à l'âme et la nature de l'âme n'est que de pensée. À lui seul, le cogito est impuissant à révéler notre nature mixte. Tout d'abord, c'est évident, il n'atteint pas en elle-même nos activités corporelles, mais seulement la connaissance, le sentiment de ces activités. Fin de citation. De fait, le retour sur soi qui accompagne l'intellection ne s'achève pas, selon saint Thomas, à l'acte intellectif, ni même à l'intellect, mais bien au sujet intelligent lui-même, en lequel l'âme et le corps sont unis substantiellement. Tandis que pour Descartes, en revanche, le doute hyperbolique d'abord, le dualisme de la res cogitans et de la res extensa ensuite, bloque toute conscience initiale de la corporéité. Le troisième désaccord que le père de Finance analyse entre Descartes et Thomas concerne ce qu'il appelle la forme de la conscience de soi, disons le type objectif et subjectif de connaissance auquel elle appartient. La réflexion concomitante thomasienne relève de l'intuition, tandis que la conscience de soi cartésienne, bien qu'elle soit aussi de nature intuitive, s'exerce sous une forme plus complexe. Je cite à nouveau le père de Philippe. Ce que l'esprit voit, sent et manie, ce n'est pas tant la réalité concrète de l'âme que la liaison actuelle et nécessaire de son existence avec sa pensée. Le cogito ergo sum n'est donc formellement ni perception d'une vérité abstraite, ni capture intelligible d'un existant, mais vision d'un rapport concret. Fin de citation. En d'autres termes, ce qu'atteint le je pense donc je suis n'est ni l'inférence d'une vérité universalisable et donc abstraite, je suis à partir d'une autre, je pense, ni la pure transparence à soi-même du sujet pensant. Ce que le cogito ergo tum atteint, c'est un rapport concret, celui de mon acte de pensée avec mon existence qui est celle d'un sujet pensé. Résumons la comparaison élaborée par le de Finance. La réflexion thomasienne est conscience au sens propre, conscientia, conscience intuitive du sujet humain. En face de cette conception, les caractéristiques du sujet cartésien sont fort opposées, car celui-ci est une intuition directe du lien entre la pensée et l'existence antérieure à toute autre certitude réelle. Et à notre avis, c'est bien sur ce problème crucial du primum cognitum que se joue la partie entre saint Thomas et Descartes. L'acte de connaissance est-il mesuré dès son principe par une actualité participée qui transcende cet acte, l'actualité de l'ens, voilà Thomas d'Aquin. Ou bien cet acte est-il, au contraire, la ratio conoscendi de toute connaissance ultérieure, voilà Descartes. Quatrième et dernier paragraphe, la place et le rôle de Descartes dans le devenir de la philosophie occidentale, selon Étienne Gilson et André Demeure. Monsieur l'abbé, pardon, excusez-moi. Saint Thomas gagne beaucoup lorsque, à l'étude strictement théorétique du docteur commun et de Descartes, cette compréhension joint une approche historico-théorétique. C'est la grande leçon que nous a léguée Étienne Gilson. Or, comme chacun le sait,
cette figure majeure du renouveau thomiste français, inaugurera sa carrière en 1913 avec ses 2 thèses de doctorat, la thèse principale publiée la même année sous le titre La liberté chez Descartes et la théologie, puis la thèse secondaire intitulée Index scolastico-cartésien. Après la Grande Guerre, Gilson continua ses recherches comparatives sur le Moyen Âge et Descartes, recherches qui débouchèrent sur un commentaire analytique du discours de la méthode en 1925, un gros volume, ainsi que sur divers travaux dont il rassembla les résultats en 1930 dans les études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien. Voilà qui suffit à montrer l'importance que joua la confrontation avec Descartes dans la parabole intellectuelle de Gilson. Dans le présent exposé, le temps imparti, que j'espère ne pas dépasser, nous oblige à rester très synthétique. Disons d'abord que le thomiste français n'a pas manqué de mettre en perspective historique le cogito cartésien. Et donc il l'a comparé d'abord à saint Augustin, en substance pour dire qu'il y a une certaine convergence matérielle, mais que le cogito augustinien est finalisé par une théologie de l'image de Dieu, au lieu que le cogito cartésien a pour but la fondation épistémologique de la science physique, dans laquelle il faut passer par Dieu, mais une connaissance de Dieu qui, selon Gilson, et me semble-t-il très justement, n'a rien de sapiensien. Voilà pour le cogito en amont. Gilson a aussi étudié le cogito en aval, et je cite ici son commentaire historique au discours de la méthode. On a pu légitimement se demander, écrit Gilson, si le cogito n'était pas un premier pas sur la voie de l'idéalisme qui, par Malebranche et Berkeley, devait aboutir à Kant. L'influence exercée en ce sens par le cartésianisme paraît difficilement contestable, bien qu'elle n'ait pu se produire qu'au prix d'une déformation de la pensée de Descartes lui-même, dont l'inspiration réaliste est évidente. Si donc on veut rapprocher ici Descartes de Kant, la seule analogie que l'on puisse légitimement établir est celle du cogito avec le « je pense » accompagne toutes mes représentations, évidemment, de Ich denke überhaupt de Kant. La similitude entre Descartes et Kant concerne donc le rapport entre le cogito et le « je pense » en général, car dans l'un et l'autre cas, l'acte de penser est le point d'appui d'un système total du savoir qui doit être accessible à la raison seule, système du savoir qui sert surtout à fonder les sciences galiléennes. On pourrait dire donc que le commencement, le cogito, est l'issue, l'épistémologie des sciences galiléennes, des 2 philosophies sont analogues. Bien évidemment, les 2 édifices théoriques, eux, sont profondément différents. Gilson, qui n'est pas seulement historien de la philosophie, mais qui est aussi philosophe de cette histoire, relève aussi le lien qui unit ce qu'il y a de métaphysique chez Descartes à l'essentialisme de Suarez. C'est ce que fait Gilson dans l'œuvre très connue « L'être et l'essence ». En effet, aussi bien Suarez que Descartes conçoivent l'existence comme un simple mode de l'essence, participent donc tous deux, l'un sur le versant scolastique, l'autre sur le versant de la modernité continentale, participent tous deux à l'essentialisme. J'examinerai ce point plus en détail, beaucoup plus en détail, dans
la version écrite. Voilà pour Gilson. Dans un style très différent de Gilson, et d'une certaine manière plus systématique, le philosophe suisse André de Muralt a enquêté lui aussi sur le rôle du Moyen-Âge dans les développements ultérieurs de la philosophie. Pour lui, la racine d'amples secteurs de la pensée moderne, de Descartes à Husserl, Saussure et même au-delà, se trouve dans la rupture de l'intentionnalité qui caractérise les noétiques du XIVe siècle. La possibilité d'une dissociation entre le sujet connaissant et l'objet réel connu doit être recherchée dans la distinction formelle apartérei formulée par John Duns Scott, distinction selon laquelle à toute entité formelle correspond adéquatement quelque étant, c'est-à-dire à tout ce que je puis distinctement concevoir de manière objective correspond à un moment distinct du réel. Cet instrument logique est intermédiaire entre la distinction réelle et la distinction de raison, conduit à disjoindre les moments ou les parties constitutives d'un tout ordonné. Par exemple, la matière et la forme dans la substance composée, ou bien le corps social et l'état au sein du corps politique. En théorie de la connaissance, la mise en œuvre de cette distinction scotiste pourra se faire de deux façons. Le nominalisme occamien pensera l'acte cognitif indépendamment de tout ordre constitutif à son objet. D'un autre côté, de manière plus subtile, la doctrine de l'esse objectivum, déjà présente chez Duns Scott, va dissocier l'objet connu en tant qu'il est dans le connaissant et le même objet en tant qu'il est un aspect de la chose connue dans la chose connue. Saint Thomas commentant Aristote avait posé que le connaissant en acte est le connu lui-même en acte. Et c'est pourquoi le verbe mental thomasien n'est pas une représentation de l'objet connu, n'est pas un tableau, comme aurait dit Maritain, mais plutôt une fenêtre vers la chose. Avec les gnoséologies de l'esse objectivum, ce que nous pourrions appeler l'objet pur devient en soi indépendant de l'étant. Et André de Muralt souligne que ce statut noétique de l'objet pensé, sur le modèle de l'esse objectivum scotiste, se retrouve chez Descartes. Je cite André de Muralt, L'enjeu de la philosophie médiévale, étude thomiste, scotiste, occamienne et grégorienne. L'idée du soleil est le soleil même existant dans l'entendement, non pas à la vérité formellement, comme il est au ciel, mais objectivement, c'est-à-dire à la manière dont les objets ont coutume d'exister dans l'entendement, écrivait Descartes, que cite ici de Muralt. Et de Muralt continue. Cette identité formelle par distinction ex natura rei de l'intelligible dans son essai objectivum d'un côté et dans son essai réel de l'autre, assure dans la connaissance la correspondance entre le représenté en dénomination extrinsèque et le représenté en dénomination extrinsèque. Elle est l'analogone scotiste de l'identité de l'intelligent en acte et de l'intelligé en acte, tel que le thomisme le conçoit selon l'exercice. Elle fonde la noétique de la philosophie moderne, c'est-à-dire aussi bien la notion cartésienne de vérité par clarté et distinction de l'idée que le parallélisme spinoziste est la représentation leibnizienne. Toutes ces doctrines, en effet, supposent le caractère absolu et intentionnel de l'objet dans son esse representatum
Fin de citation. Vous l'avez vu, de Neurath insère la théorie cartésienne de la connaissance dans un réseau d'analogie de proportionnalité. Pour lui, l'idée cartésienne s'insère dans la même structure que l'esse objectivum scotiste. Dans les deux cas, il s'agit d'une représentation détachée de la réalité du représenté. Et cette caractéristique domine toute l'histoire de la philosophie moderne. Voilà, j'en ai terminé avec les auteurs que je souhaitais présenter. Et je crois que j'ai aussi épuisé le temps qui m'était imparti. Je remercie beaucoup le Père Marjolidon, la revue Thomiste et l'Institut catholique de m'avoir invité. Je regrette de ne pas avoir pu venir en personne. Il n'y a plus d'avion entre Rome et Toulouse. Et je m'arrête ici. Merci, Monsieur l'abbé. Comme nous avons pris beaucoup de retard, ce qui était un reproche, puisqu'on a bénéficié de très intéressantes contributions ce matin, mais ça va nous obliger à reporter la conférence du frère Henri Donneau donc en début d'après-midi. Donc nous reprendrons en début d'après-midi, mais ce qui nous libère aussi 5 minutes pour des questions. Y a-t-il des questions ? Pour ma part, j'en aurais une, Monsieur l'abbé, est-ce que Attendez, là, un train passe, je ne vous entends pas. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, je vous écoute. Oui. Je vous écoute. Est-ce que vous voyez une ligne de fond Non ? Oui. Est-ce que vous voyez une ligne de fond entre les différents auteurs que vous avez évoqués sur la critique thomiste de Descartes? Oui, bien sûr. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un certain idéalisme latent chez Descartes qui est dû à la scission entre l'être connu de l'objet dans le connaissant et son être connu dans la chose. Donc il y a effectivement une ligne de fond commune à des auteurs par ailleurs assez différents. Ce qui les distingue, je pense, c'est plutôt la conception de l'être propre à chacun. Et ça, je le montrerai dans la conclusion écrite du travail. Oui, une autre question du frère David Perrin. Merci, Monsieur l'abbé. Je voudrais simplement savoir si dans les diverses argumentations que vous avez lues et étudiées, une place est faite peut-être davantage à la question de la connaissance chez Thomas indirecte de l'intellect par lui-même via les objets extérieurs que l'intellect connaît, c'est-à-dire l'intellect se connaît quand il connaît des choses extérieures. Est-ce que cette piste-là est une piste qui est donc une connaissance indirecte de soi par la connaissance de réalité extérieure? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est développé par ces auteurs? Parce que ça ne me semble pas apparaître très nettement. Tout à fait. J'ai dû raccourcir un peu mon propos, mais tout à fait, c'est très longuement souligné dans une dizaine de pages par le père de finance, pour lequel la connaissance de soi est nécessairement médiatisée, comme l'enseigne en effet saint Thomas d'Aquin, par la connaissance d'un objet extérieur, au lieu que ce qui fait que la connaissance de soi chez saint Thomas d'Aquin est une connaissance latérale, est une conscience, une conscientia, tandis que chez Descartes, la connaissance de soi est une
intuition par laquelle le connaissant se saisit directement lui-même. Donc, il y a comme une double différence. Hein. Chez Thomas d'Aquin, il y a conscientia intuitive qui existe dans l'unité de l'essence composée d'âme spirituelle et de corps, et cette conscience de soi, elle est toujours subordonnée à la connaissance logiquement antérieure, évidemment pas chronologiquement antérieure, logiquement antérieure en acte exercé, d'un étant et d'un étant extérieur qui en quelque sorte fait irruption dans l'intelligence. Au contraire, les caractéristiques du cogito cartésien, eh bien, c'est qu'il est une intuition directe du lien entre la pensée et son existence. Cette intuition directe est antérieure à toute autre certitude réelle. Donc, la conscience de soi est profondément différente chez les deux auteurs, et le père de Finance le souligne très bien.